Bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous pour ce léger retard. On va essayer de se rattraper. On va poser les questions plus vite. Non, je blague à peine. Donc, merci beaucoup à Fanny Bessec, Fanny, d'avoir accepté cette occasion de discuter ensemble. Hein. Je vous dis tout. Hein. Je vous dis tout à vous, les personnes inscrites. Voilà, ça fait un bout de temps qu'on échange ensemble. Et puis, je vous dis tout, je me suis déplacé. Fanny a accepté de me recevoir dans ses bureaux à Saint-Malo. C'est toujours important d'aller voir un petit peu l'entreprise, de sentir un peu l'atmosphère et puis de prendre un peu le temps d'aller écouter ces chefs d'entreprise. Et pour moi, évidemment, c'est un plaisir. Et puis aussi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est important pour nos étudiants et nos étudiantes d'essayer d'avoir, je dirais pas une équité parfaite, mais d'avoir des dirigeants et des dirigeantes, parce que quelque part les métiers sont encore un petit peu sexués dans les écoles de commerce, c'est-à-dire que dans les masters, quelque part, voilà, finance, euh, GRH, marketing de la grande conso. Donc, mon souhait, mon fantasme, ça serait qu'il y ait de plus en plus de femmes entrepreneurs qui reprennent aussi des entreprises familiales, voilà, qu'il y ait une équité parfaite entre tous les métiers possibles. Et un des rôles des professeurs, ça peut être aussi de montrer cette diversité des parcours et puis d'inviter donc des personnes dont ce n'était peut-être pas le choix initial, hein, de là le titre de la conférence de la Silicon Valley à Saint-Malo. Donc voilà, c'est un beau parcours. Fanny m'a dit, on se tutoie, hein, on vous mentira pas, on va se tutoyer. Fanny m'a dit, m'a donné les questions à ne pas poser. Je blague, mais elle m'a dit aussi, je ne veux pas que ça fasse ma vie mon œuvre. Ma vie mon œuvre. Donc on a préparé une liste de questions ensemble pour que Fanny, tu nous parles de plein de choses. Tu connais mon intérêt et ma passion sincère pour l'histoire et pour les histoires. Donc, on va vous faire un voyage. Je sais vraiment pas par quoi commencer, Fanny. Je sais vraiment pas par quoi commencer. On peut Je vais. commencer à l'ESCA. Oui, oui. Ou peut-être un moment clé, c'est-à-dire parle un peu brièvement de ton parcours californien et puis de ce moment où c'est peut-être un moment critique, hein, un moment de basculement. Voilà, on va peut-être commencer comme ça. Tu es dans la Silicon Si Valley et tu tu veux. décides de prendre un peu de vacances. Hein, on va commencer comme ça. Et après, Ça marche. voilà, voilà. Merci Merci Vincent. à tous, merci à tous et à toutes. Et Fanny, on t'écoute quoi. Très bien. Merci pour cette invitation. C'est une première pour moi. C'est un peu surprenant de parler à une liste de noms et peut-être à des gens qui écouteront en replay derrière. Mais j'espère que voilà qu'on pourra avoir surtout des échanges, que vous aurez peut-être des questions. Évidemment. Alors donc un incident critique, c'est ça. Euh, donc moi j'ai fait l'ESCA. À l'époque, c'était en 4 ans, donc 84, donc j'ai eu mon bac en 94, donc 98, je sors de l'ESCA, enfin je fais mon stage de fin d'études. Moi, j'aurais adoré que l'ESCA soit en 5 ans à l'époque parce que je voulais faire alternance et international Erasmus. Donc j'ai essayé de me faire cette petite compile la 4e année où je suis partie 6 mois dans le nord de l'Angleterre, à Bradford, parce que c'était un Erasmus qui acceptait de diplômer, de faire le parcours en 6 mois. Et puis après, j'ai eu la chance de partir 6 mois pour faire un stage chez Siemens Microelectronics dans la Silicon Valley. Donc j'étais la petite française marketing avec mes ingénieurs allemands. C'était génial, passionnant. J'y connaissais rien en microélectronique, en microprocesseurs, etc. Et puis au bout de quelques mois de stage, c'était une chance d'arriver dans cette région du monde dans les années près 2000, de cette bulle Internet, etc., que les uns les autres vivaient. Et j'avais
clairement pas envie de revenir à Paris travailler après ces quelques mois. Donc j'ai pris mon CV sous le bras et j'ai effectivement eu la chance, au biais des rencontres, de trouver mon premier job chez Infogrames, donc dans les jeux vidéo. À l'époque, Infogrames et Ubisoft étaient les deux entreprises françaises de jeux vidéo qui, chacun leur tour, étaient leaders européens. Donc Ubisoft le breton et Infogrames le lyonnais. Et quand j'ai intégré cette entreprise, en fait, pour se remettre dans le contexte, c'était une filiale de distribution, 15 personnes. On distribuait des jeux développés par des Français avec des licences françaises, Tintin, Astérix, etc. Ça marchait moyen. Mais quand j'ai intégré l'entreprise, la filiale, en fait, le dirigeant me dit, là, ça va bouger. On est numéro 1 en Europe et Bruno Bonnel, le dirigeant de l'époque, a décidé de s'attaquer au marché américain. J'ai tout appris de ce métier-là, qui est un métier passionnant parce que le jeu vidéo, c'est un hybride, c'est de l'informatique mais de loisirs. Et il y a un panel de métiers créatifs et techniques très intéressant. Et effectivement, en 3 ans, la filiale de 15 personnes qui distribuait les jeux vidéo français est passée de 15 à 1000 personnes et 3 rachats. Et notre petit bureau de la Silicon Valley, au final, on avait 6 bureaux aux États-Unis. Et évidemment, c'était normal une fois que le dirigeant et son équipe de l'époque avaient fait de la croissance externe, de rationaliser. Et c'était normal que les actionnaires demandent cette étape-là. Et donc, ils ont décidé de garder un bureau côte Est et un bureau côte Ouest. Mais ils n'ont pas choisi la Silicon Valley, ils ont choisi Los Angeles. La Californie, faut s'imaginer qu'on demande aux Lillois d'aller à Marseille. Voilà. Clairement, évidemment, entre la petite filiale de 15 personnes qui distribuait des jeux français et puis tout d'un coup, 6 bureaux, 1000 personnes, des rachats de concurrents, c'était passionnant. Moi, tous les 6 mois, je pouvais évoluer au sein de l'équipe marketing. À la fin, ce qui était génial, c'est qu'on développait des jeux américains. En plus, moi, j'étais dans l'équipe du projet des sports extrêmes, donc qui était complètement lié à la culture californienne, le surf, le snow, le skate. Mais voilà, l'entreprise avait quand même bien changé et je me retrouvais moins dans les valeurs. Et donc, j'ai décidé de quitter l'entreprise et de ne pas déménager à Los Angeles. Mais quand on est une petite Française aux États-Unis, on a un visa de travail qui est lié à l'entreprise. Donc, je savais très bien ce que je faisais en démissionnant, c'est que j'avais 1 mois légalement sur le territoire. Sinon, j'étais expulsée. J'avais 25 ans. Cette première expérience en poche, et puis j'avais commencé à me faire un petit réseau localement, donc je me suis dit j'ai besoin d'une nouvelle expérience, je cherche du travail, je trouve, je reste, je ne trouve pas, je rentre, et puis on verra la suite. Et je voulais continuer à l'international, ça c'était une évidence. J'avais plusieurs pistes, c'est pas facile en 1 mois de trouver, de valider un projet, et c'est vrai qu'entre le bac et cette période-là, de 18 à 25 ans, tous ceux qui ont fait leurs études, qui ont fait l'ESCA ou autres le savent, on enchaîne les stages, on enchaîne, etc. Donc de 18 à 25, je n'avais pas levé le pied. La Silicon Valley, c'est loin. Et je ressentais le besoin de retrouver un peu ma famille. Donc, je me suis dit, allez, je m'accorde 2 mois de vacances. J'ai des pistes. J'ai trouvé, alors que j'étais jeune diplômée. Donc, je me suis fait confiance sur ce coup-là. C'était pas toujours mon fort. Et je me suis dit, bon, allez, je fais une petite pause. Et puis, avec les pistes que j'ai, je reviendrai. Tu peux nous rappeler la période exacte? Donc, c'était 2001. Donc, juin 2001, je rentre.
je prends mes vacances avec plusieurs pistes sous le coude et plutôt rassurée de me dire bon, allez, en septembre, je relance les choses et puisqu'il y avait des projets qui étaient en construction, donc j'étais pas à 1 ou 2 mois près. Et la semaine de la rentrée, début septembre, je réactivais toutes mes pistes pour repartir. J'avais mon billet d'avion, je repartais. Hein, de toute façon, je repartais. Et il y a eu le 11 septembre 2001. Donc, c'est cet incident critique qui a fait basculer pas mal de choses. Évidemment, moi, ma petite vie, c'était rien par rapport à tout ce qui se passait à ce jour-là à New York. Et toutes les incidences géopolitiques et humaines, évidemment, qu'il y a eu derrière. Mais moi, clairement, ça a été un moment de bascule aussi dans ma vie, puisque cette semaine-là, après ce drame, toutes mes pistes de projets ou de travail soit étaient en stand-by, soit tombaient à l'eau, soit mes amis me disaient, écoute, reviens pas maintenant, t'auras jamais de visa. Il y avait quand même une phobie d'étrangers et c'est vrai que ça c'était pas du tout prévisible et j'avais pas imaginé ça. Ma petite histoire, moi j'étais en colocation, j'avais prêté ma chambre, j'avais prêté ma voiture, j'avais pas fermé mon compte en banque, je partais pour des grandes vacances et je revenais. J'avais dit au revoir à personne, j'avais pas déménagé. Et donc effectivement, j'ai été vite contrainte de décider que je ne repartais pas et que je restais en Europe. Après ces quelques années à l'international, clairement, moi à la fin de l'INSEA, j'avais choisi marketing et commerce international, donc je continuais sur ma lancée et en disant bon, je parle anglais, espagnol, je vais aller à Londres ou Barcelone où j'ai des amis aussi là-bas et c'est parti, je continue. Et à cette époque-là, toujours pas d'entreprise familiale dans tes projets après le 11 septembre. L'Europe, pas du tout. Mais pas Saint-Malo. Non, pas du tout. Alors, on va commencer. Et alors, c'est ça l'autre, excuse-moi, l'autre point de bascule. Comment dans la tête on calcule ou on calcule pas, on sous-pèse et on décide? Bonne question. Donc évidemment, moi à 25 ans, j'étais revenue en France à Saint-Malo chez mes parents. J'avais retrouvé ma petite chambre, mais j'étais à droite à gauche pour voir mes amis. Donc j'étais revenue vivre chez mes parents. Et donc on a vécu devant la télé le 11 septembre ensemble. Derrière moi, voilà, j'ai mis quelques jours, oui, je pense, à décanter de ce que j'allais faire. Et puis voilà, j'ai activé mes recherches à Londres et Barcelone. Je suis partie là-bas, voilà. Et puis au bout de quelques semaines où je reposais mes valises de temps en temps chez mes parents, mon père me dit passe me voir à mon bureau si tu as 5 minutes quand tu veux dans la semaine. Sincèrement, j'étais pas rentrée pour rentrer à Saint-Malo intramuros, j'étais pas rentrée pour travailler dans l'entreprise familiale. Je n'avais pas fait l'ESCA pour travailler dans l'entreprise familiale. En tout cas, à l'époque, j'en avais pas la conscience. Je pense que quelques années plus tard, je me suis dit que je l'avais peut-être dans un coin de ma tête, mais je me souviens très bien qu'à l'ESCA, j'avais pas mal d'amis de promo qui faisaient l'ESCA avec un objectif précis. Ça serait intéressant de voir d'ailleurs s'ils ont intégré vraiment l'entreprise familiale et s'ils y sont toujours. Mais certains me disaient, moi, je vais reprendre la concession de mon père, et ça me faisait complètement flipper. Et des fois, je leur disais, mais ta vie est écrite, c'est l'horreur. Et eux, c'était très rassurant et très motivant. Donc, c'était assez drôle de voir chacun sa vision des choses. Et je pense que moi, j'étais pas du tout, j'avais besoin de cette liberté et j'étais pas du tout sûre de moi à ce sujet-là. Donc, quand mon père me dit passe me voir, moi, je m'entendais très bien avec mon père. Je suis passée le voir à son bureau, plus ou moins naïvement. Et puis il avait préparé une petite liste. Il voulait faire le point de mes recherches de travail et puis il avait peut-être préparé une petite liste de sujets, de dossiers sur lesquels je pouvais travailler avec lui.
Et puis de fil en aiguille, la discussion c'était mais on s'entend bien en tant que père-fille, mais je ne connais pas le chef d'entreprise. Je reviens des États-Unis, je veux travailler à l'international. Je suis pas sûre de vouloir vivre à Saint-Malo tout de suite, même si peut-être comme Ulysse, j'allais revenir, mais j'étais pas du tout dans cette optique-là à l'époque. Je n'avais que 25 ans. Et donc, au bout de quelques semaines de réflexion, parce que forcément, je continuais à chercher. Moi, j'avais mon objectif de marketing, commerce international. Je continuais, j'avais des pistes, etc. On s'est, après plusieurs semaines, même plusieurs mois, d'un commun accord, il m'a fait un CDD de 6 mois où je pouvais lui rendre service, l'aider sur certaines missions, parce qu'il avait pas mal développé l'entreprise les années qui précédaient avec 2 rachats de confrères sur la région Bretagne. Et mine de rien, passer de 8 à 15 magasins, ça changeait la donne, ça faisait évoluer le métier et il réfléchissait à l'avenir. J'avais 25 ans, il en avait 50. Et je me souviens très bien de la première chose que je lui ai dit, c'était mais j'y connais rien au métier de commerce de chaussures et je veux pas être là parce que je suis la fille du patron. À quoi je voyais pas du tout à quoi je pouvais servir. Et je voyais pas, avec mon expérience de marketing commerce international dans les jeux vidéo, ce que je pouvais apporter à l'entreprise. Et ça m'angoissait profondément. Lui était moins inquiet. Je pense qu'il m'avait un peu observé, cheminé, et peut-être qu'il me connaissait mieux que je ne me connaissais sur mes capacités. Et donc voilà, le deal était clair, c'est 6 mois où j'étais à Saint-Malo et je remplissais les missions. Alors il est pas bête, il m'avait donné que des missions intéressantes qui étaient dans mes cordes, qui me permettaient de découvrir tous les pans des métiers de l'entreprise, parce que être commerçant, on va en parler peut-être tout à l'heure de notre métier, être commerçant en chaussures, c'est plein de métiers. Et donc pendant 6 mois, j'étais avec lui, j'étais avec les équipes, et je continuais à chercher du travail à Londres et Barcelone. Mais de moins en moins. Et ouais, peut-être de moins en moins. Et puis j'ai pris un appart à Saint-Malo parce que bon, vivre chez ses parents c'est bien, mais à 25 ans, voilà. Et puis finalement, très sincèrement, ma première année à Saint-Malo, je déchantais quand même. J'étais née à Saint-Malo, je m'étais dit bon c'est bon, j'ai été dans différents pays, j'ai réussi à m'adapter aux États-Unis, j'ai adoré. Ça va être facile. Et en fait, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus dur de revenir à Saint-Malo parce que j'étais tout le temps déçue. Parce que en fait, j'avais des attentes, puisque je retrouvais des choses que je connaissais, je retrouvais des gens que je connaissais qui n'étaient pas forcément partis. Et je pensais que ça allait être très rassurant de revenir sur une terre connue. Et en fait, c'était vachement plus difficile que d'arriver en terre inconnue. Mais ça, c'est mon expérience personnelle. Et finalement, je suis jamais repartie. Bon, écoute, c'est bien de montrer la complexité du choix. Hein. Peut-être pour les auditeurs, nous parler un peu du groupe, de la genèse depuis les débuts. Moi, ce que j'aime bien quand je le peux, c'est être client. Donc, oui. J'ai été client, mais il y a des années, quand je suis arrivé en France, un magasin, je pense à Saint-Paul-de-Léon ou Morlaix. Morlaix. Et donc, si tu peux nous parler un peu des débuts, de la personnalité du fondateur, si ça s'est transmis. Et ce que je sais aussi, ce que tu peux nous dire aussi, ce qui est intéressant, c'est que ton grand-père aussi a fait l'ESCA. Et oui. Donc, si tu peux retisser un peu les fils de cette histoire pour nous amener un peu jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, donc, les chaussures Bessec ont été créées par Pierre Bessec en 1862. La petite histoire, c'est que Pierre Bessec revenait de 20 ans aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Il faut se remettre dans le contexte des années 1830, 1840, où la Bretagne était extrêmement pauvre, et d'autres régions de France d'ailleurs. Et il y avait quand même beaucoup de
de Français qui quittaient le pays. C'était, alors moi c'est rigolo parce que quand je suis arrivée à San Francisco, la rue Everlord, etc., c'était cette période-là en fait. Et en fait c'est un pur hasard, mais finalement Pierre Bessec dans ces années-là est parti avec un frère, une sœur. Et ils ont atterri à la Nouvelle-Orléans et il y a passé 20 ans. Il était tailleur de métier et il a ouvert ses commerces. Ce qui est assez drôle, c'est que pendant 20 ans, il a exercé son métier de tailleur, il a ouvert ses commerces à la Nouvelle-Orléans et derrière, quand il est rentré en France, il a d'abord ouvert une mercerie bonnetterie à Rennes en 1860 exactement. Si certains Rennais m'écoutent, c'est l'emplacement actuel rue de Rohan, dans le plein centre-ville de Rennes, près des Galeries Lafayette. Donc Pierre Bessec avait le nez creux, il choisissait bien ses emplacements et à chaque fois des magasins d'angle avec des grandes vitrines. Et donc 1860, je vous ai parlé de 62 tout à l'heure, c'est parce que 1860, il rentre en France, il était de la région rennaise, il monte son magasin mercerie bonnetterie, donc la suite logique de son métier, plutôt dans le vêtement. On n'était pas à l'époque du prêt-à-porter, il faut remettre dans le contexte, 1860. Et c'était le début de l'ère industrielle dans la chaussure, et notamment à Fougères, qui était aux portes de la Bretagne. Il y a eu une grande... Alors, progressivement, il y a encore pas si longtemps que ça maintenant, il y avait 1000 usines à Fougères de chaussures. La région du Choletais aussi était une région très, très active en fabrication de chaussures. Donc, Pierre Bessec, en fait, il ouvre sa mercerie et bonnetterie et puis il se rend compte aux portes de Rennes ouvre des magasins, des usines de chaussures. C'est un métier technique qui l'intéresse et il transforme son magasin de Rennes en 1862 en chausseur. Et la même année, il vient vivre à Saint-Malo et il ouvre le magasin, là pour le coup dès le départ, de Saint-Malo Intramuros, à l'emplacement exact du magasin actuel si certains connaissent Saint-Malo. À l'emplacement exact sur ce rocher, il ouvre son magasin de chaussures, magasin d'angle, extrêmement bien placé. Et c'est le début de l'aventure des chaussures Bessec. Pierre Bessec avait une quarantaine d'années et c'était un entrepreneur dans l'âme. Je pense qu'il avait le goût de l'aventure. J'aurais adoré le rencontrer. J'aurais adoré qu'il me raconte son expérience américaine. Mais voilà. Et puis, se sont succédés après plusieurs générations. Moi, je suis la 6e. Donc, dans les années, Pierre est décédé en 1887, mais en 1884, il avait 6 magasins. 3 magasins à Saint-Malo, 3 magasins à Rennes. Donc, dans ces années-là, c'était remarquable en peu de temps. Et donc, son fils William a repris les magasins de Saint-Malo et sa fille Henriette a repris avec son mari les magasins de Rennes. Et donc, à l'époque, les deux entités se sont... il faut imaginer, en 1884, on faisait pas Rennes-Saint-Malo en 3 quarts d'heure. Je sais pas, il faisait ça à cheval. Donc, c'était pas tout près. Et donc, finalement, le fils à Saint-Malo, la fille avec son mari à Rennes, ont continué l'aventure, mais avec deux entités séparées, mais des magasins qui portaient le même nom. Je raconte ça parce qu'en fait, après, les deux entreprises se sont développées de façon parallèle. Et je réaccélère le temps, mais en 2015, Bessec Saint-Malo a repris Bessec Rennes et on a rebouclé la boucle. Et ça, c'était un moment très important dans notre histoire. William a transmis son entreprise à son fils qui s'appelait Pierre, comme son grand-père. Ça, c'est toujours l'histoire de prénoms dans les familles. Pour moi, Pierre, alors il faut remettre dans le contexte aussi, il avait été mobilisé, il a fait la guerre de 14-18 et quand il est rentré de la guerre, il a intégré l'entreprise et il a travaillé avec son père William, puis repris l'entreprise. Ça forge aussi des personnalités, je pense, de faire la guerre.
Et c'était un homme très intègre et très rigoureux. C'était cette période-là, il était avec son frère Guy, c'était les années folles. Pierre s'occupait des magasins de Saint-Malo. Guy avait traversé la Rance, était à Dinard. C'était ces années-là de l'entre-guerres où chacun a développé à sa façon, avec sa personnalité. Et je pense que Pierre a mis sa marque de la rigueur et de l'intégrité. J'en parle parce que peut-être après on parlera des valeurs de l'entreprise et finalement en réfléchissant et en échangeant avec toi, Vincent, je me suis rendu compte que chaque génération, alors bien sûr c'est pas juste un mot, un concept, mais chaque génération a apporté sa pierre avec sa personnalité, les événements, parce qu'on s'adapte à notre environnement. Et d'ailleurs, vous allez le retrouver dans toute l'histoire. L'adaptabilité, finalement, je ne sais pas s'il le disait comme ça à l'époque, mais c'est le mot-clé qui est la ligne directrice de tout ce qu'on vit depuis 1862, je pense, vraiment. Donc Pierre, plutôt la rigueur. Et puis Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père était à l'ESCA en 1939, donc Georges. C'était l'ESCA à l'époque, c'était en 2 ans. Donc 39-41, il a fait l'ESCA. Et en 41, il a fait partie des Français qui ont été mobilisés pour faire je ne sais plus comment ils appelaient ça, les travaux forcés en Allemagne. Le STO, je pense. STO, exactement. Il est parti 2 ans. Ça aussi, on ne sort pas indemne de ce genre d'expérience de vie. Et donc finalement, à la sortie de l'ESCA, lui, il est parti au STO. Et quand il est rentré... Stage Erasmus, ouais, longue durée. On va dire ça. Quand il est rentré en août 44, alors je disais, je parle de dates comme ça, d'histoire, j'espère que ça vous intéresse, mais non, elle est très importante celle-là. Il y a des dates marquantes dans l'histoire de l'entreprise. Août 1944, les Américains débarquent. D'ailleurs, on fête les 80 ans cette année. Et nous, à Saint-Malo, en fait, les résistants malouins donnaient des indications aux Américains pour qu'ils viennent nous aider. Pour ceux qui connaissent Saint-Malo, il y a Saint-Malo Intramuros et de l'autre côté, il y a la cité d'Alette. Et donc, les Malouins donnaient l'information aux Américains que les Allemands étaient à la cité. Mais les Américains ont compris la city. Et donc, ils ont bombardé Saint-Malo Intramuros en priorité, alors que les Allemands étaient sur le rocher d'en face. Et alors, ils ont voulu bien faire. Et évidemment, ils nous ont sauvés, mais ils ont détruit 80% de la ville, dont notre magasin. Donc, en août 44, finalement, l'entreprise, le magasin principal et tout était stoppé, en fait. Le magasin a disparu. Saint-Malo Intramuros était bombardé à 80% détruite. Les quelques jours qui précédaient, les Malouins étaient au courant que les Américains allaient agir et donc mon arrière-grand-père avait essayé de déplacer le stock, les archives, des objets précieux de l'entreprise dans sa villa, dans un quartier attenant. Et je ne sais pas dire, quelques semaines plus tard, une fois qu'il s'était remis des bombardements et que malheureusement, les jours qui suivaient, il découvrait la ville anéantie, il a réinstallé momentanément son magasin dans son garage, dans sa villa. Je peux faire un petit parallèle aussi, je fais des flashbacks, puis je reviens dans l'actualité. En mars 2020, premier confinement, moi j'ai pensé à Pierre Bessec en août 44. Lui, il avait son garage, nous on avait Internet. Et en fait, voilà, ça vous paraît peut-être bizarre, mais tout ça, c'est viscéralement marquant et ça forge. Quand mon grand-père est revenu du STO, il avait son diplôme de SK en poche et qui revenait dans cette période de guerre,
et qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de magasin, donc on reprend pas une entreprise qui a un magasin temporaire. Alors ça a commencé dans le garage de mon grand-père, et puis bien sûr les Malouins se sont organisés, et dans un quartier attenant, tous les commerçants d'intramuros ont pu réouvrir leur commerce comme un centre commercial à ciel ouvert momentanément, mais qui a duré jusqu'en 52. On a rouvert notre magasin qu'en 52 à Saint-Malo, à l'emplacement actuel, à l'emplacement d'origine. Et mon grand-père ne voulait pas forcément attendre toute cette reconstruction, etc. Et puis, il avait fait l'ESCA, il avait envie d'entreprendre, de construire, de reconstruire, de faire partie de cette génération qui reconstruit. Son père était très actif avec les Malouins pour reconstruire au plus proche de l'identique leur ville à laquelle ils étaient très attachés. Mais ça prend le temps qu'il faut. Et donc, en 46, mon grand-père a ouvert son premier magasin à Dinan, qui était une petite ville à côté de Saint-Malo. Et je pense qu'il avait cette envie d'être indépendant et de le faire à sa façon aussi. Et c'est en 52 qu'il s'est associé avec son père à la réouverture du magasin de Saint-Malo Intramuros. Il s'est associé avec son père, ils avaient chacun leur magasin, et puis la transmission s'est faite comme ça, tranquillement. Donc, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, et évidemment, l'histoire de notre entreprise est intimement liée à l'histoire de notre ville. Et ça s'est forgé comme ça. Et dis-moi, tu nous as mis un peu la puce à l'oreille tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passait avec la famille rennaise et les magasins rennais? Quels étaient les liens au sortir de la guerre quand ils ont vu que vous étiez, le magasin était détruit, tout ça? Quelles étaient les relations un peu? Alors, à l'époque, donc on revient à Henriette, la sœur de William. Vous me suivez dans l'arbre généalogique avec son mari. Eux avaient transmis, je crois, un neveu. Et donc finalement, ça continuait. Enfin non, ils ont transmis à leur. Je vais peut-être dire une bêtise. Ils ont transmis à leur fils, et puis derrière, c'est un neveu qui en fait était le cousin de mon grand-père qui a repris Rennes. Donc finalement, c'était beaucoup plus proche. Et Rennes était gérée par mon grand-oncle, donc le frère de mon grand-père, qui a transmis à son fils, donc le cousin de mon père. Donc ça s'était rapproché. Malgré tout, c'était deux entités séparées, avec un gentleman agreement, c'est-à-dire que le premier BSEC qui arrivait dans une ville, qui était dans la ville, avait l'exclusivité du nom, puisque nos magasins portaient le même nom. Donc les Malouins ne venaient pas à Rennes, les Rennais ne venaient pas à Saint-Malo, et puis après, progressivement, mon grand-père et mon père ont développé, ont ouvert d'autres magasins, et donc le premier qui était dans une ville, l'autre ne venait pas avec le nom. D'accord. Et ça a fonctionné comme ça pendant plusieurs années. Dans les années 70, mon grand-père, lui, pour le coup, je vous ai dit, Pierre, le premier, était un entrepreneur. Je pense que William était un homme de marketing. Vraiment, on a retrouvé, il faisait de la vente par correspondance avec des catalogues. C'était très intéressant. Pierre, la troisième génération, était l'homme intègre, de rigueur, marqué par les guerres. Et mon grand-père était, je pense, quelqu'un de très visionnaire. Dans les années 70, c'était le début de la grande distribution, le début des galeries marchandes et de la périphérie, du commerce de périphérie. Et là, à cette époque-là, c'était aussi une scission entre les commerçants indépendants traditionnels de centre-ville. Il y a ceux qui voyaient ça comme une concurrence déloyale, et puis ceux qui croyaient qu'il fallait s'adapter au mode de consommation et aller où étaient nos clients, et de cela faisait partie mon grand-père avec d'autres commerçants malouins. Pourtant, il était âgé. Quel âge Georges avait-il dans les années 70, ou fin des années 60? Bonne question. 45, 50 ans. Ah, d'accord. Ouais. 50 ans, je dirais. Et en fait, après un voyage en Suède avec d'autres commerçants, ils sont rentrés avec la conviction qu'il fallait pas s'encrouter dans les centres-villes, et qu'il fallait aussi vivre avec son temps, et que la périphérie, les centres commerciaux faisaient partie de l'avenir de notre métier.
Nous, on a vécu le digital. Eux, l'époque, c'était ça. C'était les hypermarchés qui commençaient à naître à droite à gauche. Et en bon commerçant indépendant, attaché à son territoire, avec d'autres, et notamment Roland Beaumanoir, du groupe Beaumanoir éponyme. Donc avec René Beaumanoir, le père de Roland. Ils se sont dit, à nous aussi, de créer notre dynamique locale. On ne va pas attendre que les hypermarchés fassent leur galerie marchande et mettent leur commerce. À nous de créer notre commerce de périphérie complémentaire au commerce de centre-ville. Et donc, ils ont créé un centre commercial attenant à l'hypermarché qui avait ouvert dans les années 70. Et c'était très novateur, très visionnaire, très courageux. Ils ont hypothéqué leur maison, voilà, et ils ont pris les risques qu'il fallait. Et aujourd'hui, la galerie marchande de Saint-Malo est toujours un GIE de commerçants indépendants avec les mêmes familles qui ont eu cette vision de se dire le commerce n'est pas que le commerce de centre-ville, le commerce c'est aussi la périphérie et aujourd'hui c'est aussi le digital et donc on a essayé de suivre ces événements-là et d'être acteur à ces périodes-là. Et puis mon père a intégré l'entreprise, lui, juste après cette période-là, en 75, avec l'envie de développer. Ce qu'il a fait, complètement soutenu par mon père, puisqu'ils ont travaillé une petite dizaine d'années ensemble, avec l'envie de continuer à développer le centre-ville et la périphérie. Ton père n'était pas le fils aîné, hein? Non. Il n'avait pas prévu, tu m'avais dit c'était un champion de voile notamment, comme toi, il n'avait peut-être pas prévu de reprendre, de non, revenir. Alors c'était un autre contexte. Donc mon père avait 2 frères, 2 sœurs. Il était le 3e. Après un IUT-GEA, il était à l'IGA à Rennes. Donc il finissait ses études et effectivement sa passion c'était la régate. Ce qui s'est ressenti d'ailleurs dans sa façon, je trouve, de développer l'entreprise, c'est un compétiteur. À l'époque, c'était la voile populaire avec les bateaux en bois, les vauriens, les muscadets, etc. Et donc il a été champion du monde de vauriens. C'était sa passion, la régate, et il finissait ses études et faudrait lui demander, mais ce que je sais, c'est qu'il voulait plutôt travailler dans l'industrie nautique. Son grand frère Hervé avait fait une école de commerce et l'année où il finissait ses études et où, suite à son service militaire, où il devait intégrer l'entreprise, il a eu un grave accident de voiture et il s'est tué. Évidemment, ça... Je vous ai parlé des guerres, mais des drames familiaux comme ça marquent aussi des entreprises. Mon grand-père, qui était un visionnaire, qui le développait aussi pour ses enfants, avait imaginé que un ou plusieurs de ses enfants intégreraient l'entreprise. Hervé était le premier et c'était prévu. Donc ce drame familial a forcément changé la donne. Et effectivement, mon grand-père a proposé à mon père d'intégrer l'entreprise, ce qui n'était pas forcément le scénario de départ. Et peut-être qu'il l'aurait intégré après. Enfin, personne ne le sait là. Et peut-être lui pourrait raconter aussi sa version de l'histoire. Donc oui, ça devait pas être lui au départ, ou pas que lui en tout cas. Et puis derrière, son frère Bruno a intégré l'entreprise en 81. Et donc, mon père et mon oncle ont dirigé l'entreprise à 2 pendant de nombreuses années. Voilà. Et petite question, tu vois, j'ai le plaisir de connaître aussi des diplômés SK que tu dois connaître aussi. Hein, ce sont des concurrents un peu, Juliette, Charlotte, Biotto, qui dans le groupe a fait un autre choix, c'est-à-dire c'est à la fois des magasins et c'est à la fois des fabricants. Et toi, est-ce que tu as su pourquoi vous n'êtes jamais allé avec ce millier d'entreprises à Fougères? Pourquoi vous êtes spécialisé dans finalement
le commerce et pas la fabrication et l'intégration, tu vois? Bah, j'aimerais bien avoir Pierre Bessec à côté de moi pour me répondre. J'aurais tellement de questions à lui poser. Je pense que la culture de Pierre Bessec, c'était que effectivement, il était tailleur, donc il aurait pu devenir fabricant de chaussures, même si ça n'a rien à voir. Ça n'est clairement pas le même métier. Lui, il était, je pense, animé par le commerce, et c'est ce qui l'a animé, ce qu'il a aimé faire. Et derrière, nous, on a suivi. Euh, c'est pas du tout le même métier d'être fabricant ou commerçant. Et d'ailleurs, le groupe Eram, au départ, était des fabricants. Puis, ils sont devenus commerçants. C'est vrai que nous, on n'a pas eu la démarche inverse de se dire on est commerçant et on fabrique. Euh, notre métier, au départ, c'est de l'assemblage de marques. Dès le départ, finalement, c'est pas très original. Hein. Ça fait 162 ans qu'on fait le même métier d'assembleurs de collections, de marques et de partenariats avec des fabricants adaptés à une clientèle moyen haut de gamme, familiale. Ça, pour le coup, on n'a jamais changé de métier et on n'a jamais, je pense, avec beaucoup d'humilité, voulu faire le métier des autres parce que on ne savait pas le faire et qu'on a beaucoup de respect pour la complexité du métier de fabricant. Et je ne saurais pas faire leur métier. Et parfois, quand certains fabricants deviennent commerçants, on observe. Parce que c'est pas le même métier non plus. Parce qu'il y a aussi, bien sûr, des fabricants qui ouvrent leur magasin. Et il faut savoir s'entourer de gens dont c'est le métier. Donc oui, clairement, ça a jamais été une bifurcation. Par contre, on a des partenariats très resserrés avec des fabricants et on a nos marques quand même. On fait de l'assemblage, de collection pour compléter les marques qu'on distribue. Donc oui, en fait, on sait faire qu'un seul métier de commerçant, j'avoue, et on essaie de le faire le mieux possible. Et Dieu sait s'il évolue vite. Mais c'est voilà, on est un peu monothématique. Et on a qu'un sujet, qu'une passion, même si c'est un métier qui évolue très vite. Et si Bessec disparaissait, qu'est-ce que vos concurrents ne pourraient pas... C'est une question fétiche toute simple. Hein. ouais. Qu'est-ce que les concurrents, selon toi, ne pourraient pas offrir de ce que vous offrez? Alors, je pense que ce qui fait notre ADN, ce que je vous raconte un peu tout à l'heure, depuis tout à l'heure, j'espère que c'est pas ennuyeux d'ailleurs, ce qui fait notre ADN, c'est ce cheminement, cette histoire, ces valeurs, hein, ces personnalités qui ont forgé l'entreprise, qui se sont adaptées au gré des événements, mais toujours en essayant d'être dans l'air du temps, de s'adapter à ce que souhaitent nos clients. Enfin, le patron de l'entreprise, c'est le client, et ça a toujours été notre leitmotiv. Et puis aussi que rien n'est jamais acquis. D'ailleurs, l'histoire l'a prouvé. On peut repartir de zéro à n'importe quel moment. On gagne pas à tous les coups. Voilà. Donc, je pense que ce qui nous forge, c'est cette alliance d'histoire aujourd'hui, en tout cas. Et en tout cas, moi, j'y suis très attachée. C'est histoire et modernité. D'ailleurs, quand on communique, il y a 2 ans, pour nos 160 ans, on avait fait une campagne de communication où nos visuels, notre slogan, c'était cette alliance d'histoire et de modernité. Et ça, pour le coup, nos concurrents n'auront jamais notre histoire, n'auront jamais les personnalités qui l'ont forgée. Et qui font que on a des méthodes, des valeurs, une culture d'entreprise qui nous est propre et moi je peux pas copier la culture d'entreprise des autres et ils peuvent pas copier la nôtre. Donc ça c'est cette culture d'entreprise qui s'est forgée et que chaque entreprise a personnellement parce que ce sont les hommes et les femmes les dirigeants et les équipes. Sans nos équipes, on n'est rien. Et moi, je travaille beaucoup en collectif et c'est ça qui est passionnant. Donc ça, je pense que histoire-modernité, pour moi, personne ne peut avoir cette même ADN. Et puis après, chaque entreprise a ses méthodes, en fonction de ses valeurs, tisse des partenariats et des relations avec des fournisseurs.
forcément, j'imagine qu'on le fait à notre façon et que des concurrents le font différemment, qu'il y a des choses qui nous sont prioritaires et qui ne le sont peut-être pas chez les autres. Et donc ça tisse des relations, des fournisseurs avec qui mon grand-père travaillait déjà, et j'ai beaucoup de respect pour ça. Et on est des gens très fidèles. Donc voilà, ça c'est aussi, je pense, très très personnel. Et puis je parlais de ce qui a marqué aussi l'entreprise avec les personnalités de dirigeants. Je pense qu'on a une façon de travailler, une rigueur, une façon de gérer qui est née à travers nos générations, les différentes générations, et qui fait qu'aujourd'hui, nos méthodes, elles évoluent tous les jours. Là, dernièrement, on a changé tous nos systèmes informatiques, donc tous nos process évoluent, et ça, c'est un travail d'équipe avec les équipes du moment. Et puis, je sais pas, dans 20 ans, ce qu'on dira de ce qui fait une différence. Et quand tu parles de ça, bon, j'ai noté évolution, adaptabilité, fidélité. Ça, c'est ce que tu ressens, ou vous avez poussé un peu entre guillemets, le raffinement jusqu'à vraiment définir la culture formellement, comme on le voit éventuellement dans les cours à l'ESCA. Est-ce que vous l'avez écrit ensemble, ou c'est ce que tu ressens? Est-ce que tu partages avec nous comme ça? Alors, on a quand même des valeurs partagées, écrites. Maintenant, ça se vit, une culture. En fait, c'est pas juste un séminaire, une belle plaquette, des mots écrits sur un mur. Ça se vit, ça s'incarne, ça se construit tous les jours. Et j'espère que tous mes collaborateurs, s'ils intègrent l'entreprise, c'est que ça a du sens, et s'ils y restent, c'est qu'ils le vivent et que c'est aligné avec ce qu'ils sont. Et que j'espère aussi qu'au bout du bout, nos clients, évidemment, pour qui on fait tout ça, le ressentent quand ils arrivent dans nos magasins. Après, on est en amélioration continue. La perfection n'existe pas, le point d'équilibre non plus. Mais en tout cas, je pense qu'au quotidien, toute notre façon de travailler, d'interagir, de mener les projets, de chercher des solutions pour satisfaire nos clients est toujours lié à toutes ces valeurs et à cette culture. On a un acronyme qui résume nos valeurs et qu'on avait travaillé avec les responsables de magasins et l'équipe du siège. C'est ARCHI pour adaptabilité, respect, confiance, honnêteté, intégrité. Je ne sais pas si Pierre Bessec aurait eu le même acronyme, si William aurait adhéré à notre... En tout cas, j'espère qu'on arrive à le vivre le mieux possible au quotidien, aussi bien en interne qu'avec nos partenaires. En tout cas, moi, quand j'ai un doute, c'est ce qui me raccroche à des prises de décision, à un alignement. Et je me dis, là, sur ce coup-là, on a été dans le respect, on a été honnête. Il y a encore 1 heure, je le disais à un partenaire informatique. Ça, c'est important. L'honnêteté et l'intégrité dans nos relations. Cet événement-là a fait que ça a été un peu égratigné, on est d'accord. En fait, c'est un socle, je crois. Et moi, personnellement, je suis aussi... je pense que c'est une personnalité aussi loyale. Et j'estime que c'est aussi ma mission et la mission de mon équipe de faire perdurer ça et que ça transpire au quotidien. On prend des décisions tous les jours, on règle des problèmes tous les jours. Et c'est ce qui fait qu'il y a une cohérence, j'espère. Je sais qu'on avait parlé aussi de votre connaissance vraiment du client de l'Ouest, dans le Grand Ouest, qui impliquait aussi que vous ne vouliez pas, par exemple, ouvrir une chaussure Bessec sur le Vieux-Port à Marseille ou à Nice ou au Pays Basque. Donc, si tu pouvais nous parler un peu de ça, et puis aussi de votre zone actuelle, combien de magasins vous avez actuellement, et aussi après, sans tout dévoiler, hein, tu dévoiles ce que tu as envie de dévoiler, mais c'est ça, quels sont les projets dans cet environnement, tu l'as dit, très complexe pour le secteur de la mode? Alors, c'est vrai que notre terrain de jeu, on part de Saint-Malo et le terrain de jeu, c'était la Bretagne. On a aussi un magasin au Havre qui est géré par ma sœur.
En fait, je pense que l'entreprise s'est développée sur ce territoire qu'on aime profondément. Et il y a plusieurs cultures aussi en Bretagne. Ça paraît peut-être surprenant pour des gens qui sont pas en Bretagne, mais les Morlaisiens sont différents des Vantais, sont différents des Brestois et des Malouins, et malgré tout, il y a un socle et une culture. Et un énorme attachement à leur territoire. Et je pense que quand on est entrepreneur, commerçant, on est acteur de notre territoire. Et donc, quand on aime son territoire, on a envie de faire partie de la dynamique. Quand mon père a commencé à travailler avec mon grand-père, il avait ce souhait de développer sur ce territoire qu'il aimait, alors qu'on connaît aussi beaucoup par la mer. Parce qu'on a une chance d'avoir aussi une belle côte, de jolies baies et un découpage qu'on aime. Et donc finalement, progressivement, au gré des opportunités, soit qui sont venues à lui, soit qu'il est allé chercher, il a ouvert des magasins. Et puis moi, ça fait, je suis dans l'entreprise donc depuis 2001. Finalement, mon père a eu la moitié de sa carrière avec moi à ses côtés aussi. Donc il a une moitié où il a développé avant que j'arrive, et puis on a continué à développer ensemble, et on avait toujours la volonté de bien comprendre la ville dans laquelle on arrivait, de s'en imprégner, avec beaucoup de respect pour les concurrents qui étaient présents avant nous ou qui nous cédaient leur entreprise, de bien comprendre ce que la clientèle attendait de nous. Les magasins, on a 4 enseignes de magasins, mais on a l'enseigne Bessec, donc qui porte notre nom, et donc ça aussi, c'est important de le garder propre et raccord avec tout ce que je viens de dire avant. Donc ce développement, il s'est fait en Bretagne au gré des opportunités, mais aussi parce que c'était un territoire qu'on comprenait, qu'on aimait, et puis nos collections, elles sont adaptées à un mode de vie, à une météo, à des personnalités. Et on essaye de bâtir. Tous les 6 mois, on recommence. Tous les 6 mois, on fait un assemblage de collections, et tous les 6 mois, on essaye de s'adapter aux attentes de nos clients. Et je suis pas certaine c'est pas qu'on veut pas aller sur le Vieux-Port à Marseille, mais je suis pas certaine que notre collection corresponde aux personnalités, aux cultures, aux attentes d'autres villes. Alors, faut pas se cacher. Nous, on partage avec on échange avec beaucoup de détaillants en France. Une bonne marque, elle peut être bonne chez tout le monde. Un best-seller, il peut être bon chez tout le monde. Mais il y a quand même des choses que nous, on vend pas du tout, que eux vendent bien. Et puis aussi, chacun développe avec sa personnalité et sa connaissance de sa clientèle. Donc voilà pourquoi on s'est développé sur notre territoire, et voilà comment on essaie de le faire le mieux possible, avec un maillage. Très souvent, on est moitié-moitié centre-ville, galerie marchande. Donc dans les villes où on essaye d'avoir cette complémentarité, parce que nos clients bougent, et qu'il faut être là où ils nous attendent. Et pour l'instant, ce sont des magasins en propre, c'est pas des magasins franchisés. Non. D'accord. Ça, vous avez réfléchi un peu à ça? Oui. C'est un nom catégorique ou? Alors, je pense qu'au départ, ça venait du fait que les magasins portent notre nom. Et on veut pas déléguer notre nom à quelqu'un d'autre. Voilà. Je pense qu'on a besoin d'être en maîtrise et de le faire comme on le souhaite. C'est un autre métier aussi, la franchise, l'affiliation, etc. Effectivement, nous aujourd'hui, on a 28 magasins, 19 à l'enseigne Bessec, 2 à l'enseigne Fit by Bessec, qui sont des sneaker shops basés à Saint-Malo. 2 magasins Mephisto, donc qui est un de nos fournisseurs dans les magasins Bessec, mais où on a 2 magasins Saint-Malo et Lorient en propre, et puis 5 magasins à l'enseigne Chaussée, qui sont des plus grands magasins. On est toujours chausseurs de famille, donc multimarques, moyen haut de gamme, voilà, mais avec des positionnements très complémentaires. Et finalement, ces 28 magasins sont très complémentaires les uns des autres. À Saint-Malo, qui est notre ville, on a 6 magasins. Nos clients vont de l'un à l'autre, et j'espère qu'ils trouvent
leur bonheur parce que à nous de faire cet assemblage de marques et de styles pour qu'ils trouvent dans ce positionnement moyen haut de gamme. Et par rapport à cette culture BSEC et puis ces magasins et ces responsables de magasins, comment tu vois évoluer finalement les personnes qui sont responsables de ces magasins? Il y a une mixité dans les profils, plutôt des hommes, des femmes arrivent. Comment tu vois ça et puis comment tu as envie de favoriser ou non ça? Ah oui. Bon, nous, on est à l'inverse, on a plutôt un problème de parité avec les hommes. C'est vrai que le métier du commerce est souvent beaucoup plus féminin et encore plus dans le prêt-à-porter chaussures. Euh, on, le recrutement, les ressources humaines, c'est pas une science exacte. On est une entreprise familiale et on essaye de garder ces valeurs de proximité. Donc, je dirais qu'il y a eu avant et après Covid. On a eu effectivement plus de mouvements dans les équipes après Covid, mais ça, c'était pas que chez nous. C'était voilà la nouvelle vie après Covid qui fait qu'il y a eu des mouvements et des changements de vie, etc. Mais il y a quand même une fidélité, une stabilité, et ça, c'est très précieux pour moi. Parce que c'est dans l'action, dans le temps qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à se faire confiance, ça se décrète pas, qu'on apprend un métier, que nos clients sont rassurés de voir une équipe stable, compétente, qui les reconnaît, qui du coup savent mieux les conseiller. Donc ça, on fait attention, très attention à ça. Donc moi, ma priorité, c'est la fidélité de mes collaborateurs, c'est la fidélité de nos clients. C'est pour ça que tous les jours, on se décarcasse en fait. Une entreprise familiale, pour moi, c'est le temps long. Moi, je fais que passer. On est tous, chaque génération est un passeur pour la pérennité. Et puis après, je sais pas moi quelle est la suite, mais en tout cas, chacun essaye d'écrire à son moment le mieux possible pour idéalement transmettre. Et ça, c'est un travail d'équipe. J'en parle de temps en temps là, mais évidemment, dans les magasins, dans chaque magasin, il y a un ou une responsable, parfois des adjoints dans les grands magasins, des vendeurs à temps plein, à temps partiel, toutes les générations, des potentiels d'évolution. Mais le métier de chausseur, de vente conseil, ça s'apprend. Il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps pour être à la hauteur des exigences de nos clients. En fait, c'est pas moi qui décide de notre niveau d'exigence. Ce sont nos clients. Et comment dirais-je, comment tu vois le client futur, c'est-à-dire le client beaucoup plus digitalisé, et puis les jeunes se chaussent beaucoup plus avec des sneakers, des baskets. Comment tu vois et comment vous réfléchissez à tout ça, à toutes ces tendances qui viennent. Hein? Alors, le client futur digitalisé, il est futur, il est présent, il est pas futur en fait. Là, on est dedans. On est, quand je parlais tout à l'heure des centres-villes, des galeries marchandes, du digital. Là aujourd'hui, le client il est omnicanal, donc à nous d'être bon, à nous d'être partout où il est. Faut même pas se poser la question. Un jour, il se balade dans un joli centre-ville, il fait du lèche-vitrine, il voit une collection qui lui plaît, il rentre, l'équipe le conseille et j'espère il trouve ce qui lui va, ce qui lui convient, ce qui lui plaît et il a passé un bon moment et tout ça dans sa visite d'une ville historique, etc. Le lendemain, vite fait, le midi, à sa pause déjeuner, à côté de son travail, il va peut-être aller dans la galerie d'un marchand d'à côté, acheter une paire pour son fils ou peu importe. Et puis un soir, il prépare un mariage et cette cliente, elle sait exactement qu'elle veut une sandale dorée et qu'elle aime cette marque et elle n'a pas le temps de venir en magasin et elle va acheter sa paire sur le site internet et puis quelques jours plus tard, elle va voir une de nos communications sur Instagram et ça va lui donner envie de revenir en magasin et puis on est un peu partout en Bretagne donc au gré de leur pérégrination peut-être qu'ils vont tomber sur un nouveau magasin, etc.
Après, j'espère qu'on a la même qualité de service dans chaque magasin, puisque c'est ça qui est rassurant, c'est justement ça qui les fidélise. Donc le client, il est omnicanal et à nous de lui offrir dans le jargon, ça s'appelle le commerce unifié, le parcours client sans couture. C'est que c'est pas son problème si la paire elle est à Brest et que lui il est à Vannes. C'est pas son problème si on n'a pas le stock au bon moment, au bon endroit. Et c'est à nous de le servir et de trouver la solution en fait, parce que et donc pour ça, nous, on a toujours eu ce qu'on appelle le stock unifié. Donc dans les magasins, alors je vais parler avant le 15 novembre 2023 et après. C'est récent, mais on a changé tous nos systèmes pour justement avoir toutes les briques pour bien satisfaire nos clients. On a toujours eu un stock unifié où dans les magasins, si un client vient, qu'on n'a pas la pointure, qu'il veut absolument ce modèle-là, il peut la faire venir pour l'essayer, l'acheter. Il peut acheter en ligne, évidemment. On fait beaucoup de transferts de stock, de réapprovisionnement, etc. Le nerf de la guerre, c'est le stock, c'est d'avoir le stock juste, au bon endroit, au bon moment, en bonne quantité. C'est ça aussi qui fait qu'on arrive à satisfaire nos clients. Et là, le 15 novembre dernier, on a changé tous nos systèmes. Alors ça, c'est une petite révolution interne de changer tous les systèmes d'information. Je ne ferai pas ça tous les ans, mais ça n'existe plus. L'idée, c'est qu'on avait nos magasins physiques, le site internet, on en a 2, BSEC, Chaussée. Donc le client, voilà, pouvait acheter en ligne. Le stock des achats en ligne, c'est le stock de notre entrepôt à Saint-Malo et des magasins. Il retransitait par Saint-Malo, donc parfois on était un petit peu long en délai. Ça pouvait prendre une semaine et aujourd'hui, on sait bien qu'on clique et on voudrait qu'un drone nous livre dans l'heure. Donc, à nous aussi d'être réactifs et d'organiser notre système pour que ça soit plus rapide. Et puis, malheureusement aussi, parfois, on n'arrivait pas à satisfaire nos clients. On loupait des ventes parce que on n'avait pas le 42,5 dans le magasin où il était, mais c'était un client de passage ou alors il n'avait pas envie de revenir une semaine plus tard alors qu'on faisait venir la paire. Il nous manquait cette brique-là. Donc, en changeant tous nos systèmes, déjà, l'objectif, c'était de rendre plus robustes nos systèmes, plus fiables. Maintenant, il faut un temps pour digérer, pour apprendre à s'en servir et pour gommer tous les bugs, parce que je ne sais pas si certains qui m'écoutent ont déjà changé tout leur système d'information, mais ça ne marche pas tout du premier coup, malheureusement. Donc, on est en train encore de corriger un peu les choses, mais on a bon espoir. Et l'idée, c'était de rajouter, on avait déjà vente physique, vente digitale, click and collect, e-réservation. Donc, un client pouvait réserver 2 paires en ligne et on les met de côté, il venait essayer dans le magasin, il achetait ou il l'achetait pas. C'était service gratuit. La réservation en magasin, parce que si on n'a pas la paire, on la fait venir. Ce qu'il nous manquait, c'était dans le jargon ce qui s'appelle l'order in store, c'est-à-dire qu'on est client, on vient dans un magasin, la vendeuse fait son travail de conseil, d'essayage, etc. Il choisit ce qui lui convient et il nous manque la pointure. Mais il est de passage ou il n'a pas envie de revenir au centre-ville la semaine suivante et on ne le satisfait pas. Et la vendeuse a fait très bien son travail, elle est frustrée, le client est déçu et on ne fait pas la vente. Et là, aujourd'hui, si on est dans ce cas de figure, la vendeuse fait sa vente et le client reçoit sa paire chez lui dans les 48 heures. Parce que s'il est à Saint-Malo et que la paire est à Vannes, Vannes va l'envoyer chez lui 48 heures plus tard. Donc ça, mine de rien, c'est un service qui paraît simple, mais qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Et aussi, l'autre service, c'est que avant, tous les ventes en ligne transitaient par Saint-Malo pour préparer les colis. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le ship from store, je suis désolée des jargons, mais ça part des magasins. Donc, c'est les équipes des magasins qui préparent les colis et au moins en 72 heures maximum, le client est livré chez lui ou en poids relais ou en click and collect s'il le souhaite, tout est possible. Donc, l'objectif, c'était d'avoir toutes les briques, que le client ne soit pas à se dire je suis déçu, que le vendeur fasse son travail, mais la dernière étape et coupe les choses. Donc, ce ne sont que des outils difficiles au service de nos clients et c'est pas le problème du client de savoir qu'on a mis tel outil, etc. L'objectif, c'est que ça marche et qu'ils se disent
Dessec se met en place pour nous et fait tout pour nous satisfaire dans les meilleurs délais. Donc, voilà. Et dis-moi, par rapport à des chefs d'entreprise qui, comment dirais-je, se fixent certains objectifs très chiffrés. On est à 2, on passera à 4 à telle période. Bon, comment tu te projettes, comment vous vous projetez, vous, en tant que groupe ou toi en tant que dirigeante, pour les prochaines années? Est-ce que tu te fixes des objectifs chiffrés ou finalement c'est la culture BTEC patiente avec son respect de ses valeurs et la saisie au besoin des opportunités, mais pas plus que ça? Alors, c'est un mélange de tout ça. Comme nous, on travaille. Alors, bien sûr, on est des gestionnaires, on fait des budgets d'achat, des budgets de gestion, des budgets d'investissement. Et donc, forcément, nous, l'indicateur numéro 1, c'est la progression du chiffre d'affaires. Des équipes de vente, des équipes commerciales, elles sont intéressées au chiffre d'affaires. Et c'est pas leur moteur premier. Le moteur premier, c'est satisfaire le client, mais si on le satisfait, il revient. Donc on développe notre chiffre d'affaires. Enfin voilà. Nous, on n'a pas une culture de mettre la pression du chiffre. On estime qu'un collaborateur qui est impliqué va tout faire pour satisfaire le client et donc va faire le chiffre d'affaires. Parfois, par honnêteté, on va pas vendre pour vendre et on va dire au client ça ne vous convient pas. Et par honnêteté, et ça crée une confiance et le client, c'est pas grave, il va pas l'acheter là, mais il reviendra en confiance la fois d'après. On est toujours dans le temps long. Donc oui, on fait des budgets commerciaux qu'on donne tous les ans à nos responsables de magasins. L'objectif, c'est d'avoir des objectifs SMART, qui soient atteignables, évidemment, qui soient réalistes, etc. Vous connaissez ça, les objectifs SMART. On s'adapte à ce qu'on observe autour de nous, à ce que la Banque de France nous dit comme inflation prévisionnelle. On observe comment évoluent, grâce à nos fédérations, les chiffres du métier, du prêt-à-porter, de la concurrence, etc. On regarde. Nous, avec tous ces changements d'outils, normalement, c'est justement pour satisfaire encore plus de clients. Donc, on a envie d'être ambitieux, évidemment. Mais c'est un alliage d'ambition et de prudence parce qu'on est dans une réalité économique qui est quand même complexe, avec des problèmes de pouvoir d'achat. Évidemment, l'inflation des dernières années fait du mal. Notre métier s'accélère dans toutes ces transformations et pour rester dans le match, il faut faire tous les changements que là on fait et j'espère qu'on les fait vite et bien, mais ça on le saura après. Donc oui, on vous donne des objectifs chiffrés à nos responsables de magasins, mais on leur met jamais la pression. On les appelle pas tous les matins en leur disant dis non, hier t'as fait moins que prévu, etc. Ils se la mettent tout seuls. Et on est plus là, dans notre culture, pour les rassurer. En fait, nous, au siège, avec mes équipes qui encadrent les magasins, on est plus souvent là pour leur dire non, mais rassure-toi, on sait que tu fais ton maximum. Si les résultats sont pas là maintenant, pourquoi? Qu'est-ce que tu en penses? Comment on peut t'aider? Comment on peut former ton équipe? Comment on peut améliorer la collection, etc. Mais jamais on leur dit t'as fait -5, qu'est-ce qui se passe, tu justifies, etc. Et on est plutôt à chercher des solutions pour leur donner les éléments pour réussir. Voilà, mais ça c'est notre façon de faire parce qu'on essaie de recruter des gens impliqués et qui se mettent la pression tout seuls. D'accord. Comment dirais-je, c'est un peu l'Institut des entreprises familiales qui crée ces occasions de se rencontrer. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des potentiels repreneurs, filles et fils de diverses entreprises familiales? Est-ce qu'on se forme à intégrer une entreprise familiale? Est-ce qu'il y a une pression? Est-ce qu'il faut prendre cette pression? Comment on peut s'y préparer, le moins mal possible? Bonne question. Je veux pas du tout prendre mon cas pour une généralité et puis il y a tellement de situations différentes d'entreprises familiales que je veux pas du tout généraliser. Moi, ce que j'ai vécu, ce que je vis et je me permettrai pas de donner des conseils.
ce que je vois avec un petit peu, si je fais un petit arrêt sur image des dernières années, de ce que j'ai vécu, je trouve que c'est très très riche. J'aurais adoré avoir un Vincent Calvez il y a 20 ans, avec un institut des entreprises familiales, avec du partage de générations qui racontent leur parcours. Je trouve ça très inspirant de voir les problématiques des autres, comment ils les ont gérées. Alors attention, chaque famille est différente, chaque métier est différent, chaque personnalité est différente. On a chacun nos croyances, donc on peut absolument pas faire du copier-coller. Mais ce qui se passe chez les autres peut être inspirant. Je pense que j'aurais gagné du temps sur certains sujets si j'avais rencontré certaines personnes. Pendant très longtemps, j'ai côtoyé très peu d'entreprises familiales. Et donc, et puis il y a des sujets, des fois c'est un peu tabou, et puis on se dit qu'il y a que chez nous qu'il peut y avoir certaines problématiques. Et moi, c'était plutôt à me dire, je dois pas faire ce qu'il faut, ou il faut mieux faire comme ça, etc. Des fois aussi avec des incompréhensions de pourquoi ce mécanisme-là, parce qu'il y a une dimension psychologique irrationnelle dans une entreprise familiale. Donc moi, ce que je vois, c'est que c'est aller à la rencontre des entrepreneurs, des repreneurs, des cédants, pas que des entreprises familiales d'ailleurs, parce que finalement, ça reste une entreprise. Il y a juste cette dimension affective qui fait toute sa différence et qui fait que certaines choses se font de certaines façons et différemment dans des entreprises plus classiques. Peut-être je tourne un peu autour de la question, mais moi je pense que c'est avoir pas forcément les conseils, parce qu'on peut pas, c'est compliqué de conseiller en fait. Mais avoir des sources d'inspiration, de se dire ok, alors eux ça s'est déroulé comme ça, alors on connaît pas les coulisses parce que entre ce qui se raconte, ce qui se dit, ce que chacun écrit avec le travail qu'il fournit, avec les compétences qu'il a. En tout cas, moi je suis rentrée dans l'entreprise avec en travaillant beaucoup, en observant beaucoup. Mon père n'est pas quelqu'un de très pédagogue, donc il m'a pas dit viens avec moi, je t'explique, je te montre, tu fais avec moi, etc. Je l'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup fait avec. Et puis après, à un moment donné, il faut faire comme on est, avec les équipes qui nous ressemblent. Je sais pas si on peut se former. En tout cas, ce qui est pas simple quand on rentre dans l'entreprise, c'est que les collaborateurs pensent qu'on est déjà au bout de tout et qu'on sait déjà tout faire, parce qu'on est né dans cette famille. Moi, je me souviens que les repas de famille du dimanche midi chez mes grands-parents, comme tout le monde ne travaillait pas dans l'entreprise, c'était une règle, on ne parlait pas de l'entreprise. Donc, moi, j'adorais écouter les grands. J'étais l'aînée de ma génération et de ma fratrie. Et donc, généralement, je me faufilais dans la cuisine pour écouter leurs discussions. Mais très inconsciemment, en fait, ça m'intéressait. Et donc, je pense que j'ai entendu. Il y a des choses qui ont transpiré, mais de façon très inconsciente, en fait. Moi, on m'a pas dit tu reprendras l'entreprise et on l'a pas dit non plus à mon frère, ma sœur et à mes cousins. Enfin, c'était pas ni une obligation, ni planifié, ni une personne plus qu'une autre. Il y a vraiment pas de règle. Et j'aimerais bien connaître la recette miracle pour que ça soit peut-être parfois moins un parcours à tâtons. Et oui, là, oui, qui la connaît, c'est pour ça que je cumule les entretiens pour proposer différentes variétés d'expériences, quoi. Ouais. Ces questions tabous, est-ce que des fois c'est plus facile de les aborder avec des personnes, des personnes comme toi, c'est-à-dire des dirigeants, des dirigeantes, Oui. et d'aller échanger avec elles, pas sous le sceau du secret, mais en toute discrétion, partager vos expériences? Oui, parce que je pense qu'on se comprend mieux. C'est vrai que
Mais les deux, en fait. Moi, il y a une douzaine d'années, j'ai intégré le CJD, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Et très sincèrement, ça m'a énormément aidé. J'y suis toujours. C'est l'école du dirigeant, c'est des formations, c'est pour rompre la solitude. Ça permet d'échanger en toute confidentialité avec d'autres dirigeants de ces problématiques. Ce qui est compliqué quand on dirige une entreprise qui porte notre nom dans une ville de taille moyenne, c'est qu'il y a des choses confidentielles et non, on n'a pas envie qu'il y ait un amalgame qui soit fait sur l'entreprise, la famille, etc., les personnes. Donc, on ne peut pas parler avec tout le monde de tous les sujets. Et c'est vrai que quand on rencontre d'autres dirigeants d'entreprises familiales ou d'autres enfants ou cédants, etc., bah moi, c'est ça qui m'a surpris, c'est qu'on on se comprend tout de suite parce que même si on n'a pas les mêmes personnalités ou les mêmes parents ou les mêmes frères et sœurs, il y a quand même des dynamiques systémiques qui peuvent se ressembler. Et, euh, et, euh, et effectivement, il y a peut-être moins de tabous à parler de ces sujets-là qui finalement n'ont rien à voir avec le quotidien du métier. Mais qui sont omniprésents. Donc oui, ça, moi, je donnerais ce conseil-là aux dirigeants qui veulent transmettre et aux enfants qui peut-être s'intéressent à reprendre, d'échanger avec les entrepreneurs et les entrepreneurs d'entreprises familiales. Ça se recoupe et tout est très riche. Et est-ce que une école a un petit rôle par rapport à ça, par rapport à un genre de chaînon manquant avant la vie professionnelle? Est-ce que pourrais nous Ouais. conseiller, qu'on pourrait faire pour les jeunes étudiants, quoi, qui sont membres d'entreprises familiales? Comment tu verrais une formation qui, toi, t'a manqué, là? Comment tu la verrais? Bah, je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure, l'Institut des entreprises familiales que tu as créé, que tu animes, et forcément, dans tes cours, tu insuffles des cas, des histoires, de façon anonyme ou pas, et ben ça transmet une culture, ça transmet, ça ouvre les esprits sur les spécificités. Donc ça, déjà, je trouve ça énorme. Moi, encore une fois, quand j'étais à l'ESCA, j'avais pas comme projet de reprendre l'entreprise. Maintenant, si j'avais eu Vincent Calvez en cours et que Tu il l'aurais m'avait, surtout pas reprise. je sais pas, on va pas refaire l'histoire, j'avais entendu des histoires d'entreprise familiale, ça m'aurait sûrement intrigué, interpellé. Peut-être ça m'aurait mis la puce à oreille, peut-être ça m'aurait dissuadé, peut-être ça m'aurait encouragé, j'en sais rien. En tout cas, ça m'aurait acculturé. Je n'ai pas du tout eu cette acculturation-là à l'école. Euh, mais par contre, de créer des lieux de rencontre ou d'échange ou de partage d'informations, il est jamais trop tard en fait. Et là, voilà, on le fait. Moi, je suis de temps en temps tes webinaires et j'écoute Clémence ou d'autres et je trouve ça hyper enrichissant. J'ai quelques petites questions rapides parce qu'il y en aurait tellement. Il y en aurait tellement. Il y en a une simple. Tu vois, je vais te les nommer toutes. D'accord. Qu'est-ce que la Fanny dirigeante dirait à la Fanny étudiante de l'ESCA? Qu'est-ce que le fondateur et ton grand-père te diraient en voyant l'entreprise bâtie aujourd'hui? Hein? Essaye d'imaginer ça. Et puis aussi quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est comment vous faites, vous, comment tu fais toi pour te ressourcer et puis pour aller chercher de nouvelles idées, t'informer. C'est important pour les jeunes qui C'est beaucoup de peut-être questions. utilisent différemment. Voilà. Ok. Il y a des questions et des réponses très courtes. Hein. Alors, qu'est-ce À que la je fin, dirais étudiante. à la Fanny étudiante? Je crois qu'avec un peu de recul, je lui dirais, c'est une question de confiance, je lui dirais, fais confiance à ton instinct. Je lui dirais ça, parce que d'un autre côté, le doute fait avancer aussi, hein. Mais et peut-être fait faire moins d'erreurs. Mais je lui dirais, fais confiance à ton instinct. Qu'est-ce que me dirait Pierre Bessec ou Georges Bessec? Alors là, j'adorerais. Hein. Bah, j'espère qu'ils me diraient qu'ils sont fiers.
Et en tout cas, moi, je suis très fière de poursuivre ce qu'ils ont fait et j'espère que je n'égratigne pas trop et que je suis dans la lignée de ce qu'ils ont construit parce que j'ai énormément d'admiration pour ce qu'ils ont fait et ça fait partie de mes moteurs aussi, c'est de pouvoir, avec beaucoup de respect et d'admiration pour tout ce qu'ils ont fait, de pouvoir poursuivre l'histoire, l'aventure. Donc voilà, j'espère qu'ils seraient fiers. Comment je me ressource? C'est ça la troisième question. Oui. Et comment tu t'informes face Oui. à cet environnement très mouvant, quoi? Alors, j'ai la chance de vivre à Saint-Malo, près de la mer. Moi, c'est ça ma ressource, c'est la mer. Donc, je vais dans l'eau tout le temps. Alors, je me prends pas assez de temps pour moi, mais parce que effectivement, une entreprise, ça prend de la place et ça me tient à cœur de bien faire avec mes équipes. Donc, je me ressource certainement pas assez. Mais tous les dimanches matins, je vais dans l'eau toute l'année. Je fais du longe-côte et après, je me baigne. Et ça, c'est mon exutoire, c'est ma ressource. Et je pense que j'aurais pas l'énergie que j'ai ou si je pouvais pas faire ça. J'adore faire de la voile aussi, mais malheureusement, ça demande un peu plus de temps. Donc ces dernières années, j'en fais moins. Mais ça, on a la chance d'avoir, on en parlait tout à l'heure, de jolies baies en Bretagne et une jolie côte. Donc j'aimerais pouvoir en profiter plus. Et puis évidemment, je commence par la mer, mais parce que c'est évident, ma ressource, c'est ma famille, c'est mon conjoint et mes 2 enfants, évidemment, et c'est eux qui me donnent aussi de l'énergie et qui me rassurent quand je doute. Comment je m'informe? Là, c'est pareil, c'est un peu comme les échanges avec les autres entrepreneurs ou donc j'ai le CJD qui est un très beau réseau pour se former et puis pour côtoyer des entrepreneurs de tout métier. Et ça, c'est très riche parce qu'on peut vite s'enfermer dans sa bulle, dans son métier du commerce de la chaussure, qui est passionnant, mais c'est bien d'observer ce qui se passe chez les autres. Puis il y a des tendances de fond qui sont inspirantes, des méthodes, etc. Depuis peu, je fais partie du bureau du mouvement des entreprises de France du MEDEF 35. Et ça, c'est très, très enrichissant. C'est bien sûr une veille d'information, des traductions d'informations, et puis des rencontres passionnantes. Nos fédérations, enfin la fédération des détaillants en chaussures nous informe aussi des évolutions de notre métier. D'ailleurs récemment, on a pu assister à un colloque où la question c'était quel est l'avenir de notre métier. Donc ça, j'étais ravie de pouvoir participer à ça et on a un intervenant qui est venu aussi nous parler sociologie, urbanisme, etc. Parce que dans le commerce, on est au balcon de tout ça. Et puis moi je suis curieuse, donc voilà, je vais à la rencontre. Je manque de temps. Les journées sont trop courtes, Vincent. Je manque de temps, mais j'essaye d'aller à la rencontre de plein de sources d'informations, dans les salons aussi, avec tous nos partenaires, et puis les salons du retail, ou etc. Là, hier, on était chez un de nos nouveaux partenaires informatiques, et du coup, j'ai pu rencontrer des gens de chez Intersport, des gens de chez Givenchy, enfin voilà, c'est de petits bateaux. Ils sont beaucoup plus gros que nous. Nous, on n'a que 28 magasins en Bretagne et au Havre, mais c'est très inspirant et ça me rassure des fois aussi de me dire qu'en fait, ils ont les mêmes problématiques que nous et c'est pas parce qu'ils sont plus gros et qu'ils ont plus de moyens et d'équipes qu'ils se posent pas les mêmes questions et qu'ils ne font pas les mêmes évolutions. Donc voilà. Et puis, depuis quelques années, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai intégré l'entreprise en 2001, mais je l'ai quittée en 2013 pour mieux revenir en 2017. Et quand je suis revenue en 2017 avec le projet, évidemment, de reprendre, là, je me suis dit, on est dans un monde qui bouge très vite et j'ai été à la rencontre de nos concurrents directs aussi.
Et ça, c'était pas tout à fait dans la culture de notre métier ou de faire ça, et c'est très riche parce qu'on se respecte et quand on n'a plus de concurrents, on est mort. Voilà. Il y avait deux questions. Je pense que tu as déjà répondu à l'une d'entre elles. Quel a été le vrai déclic, l'événement qui vous a fait prendre la décision de reprendre la suite? Et puis Stéphane, qui est un ancien de l'ESCA aussi, qui parlait des barrières entre la famille pro, la famille perso. Voilà, libre à toi si le D'accord. temps le permet. Oui. Alors, bah le vrai déclic. Je vais essayer de faire très court. Quand j'ai intégré l'entreprise à 25 ans, je m'étais pas dit que j'allais la reprendre. Je m'étais dit à toi d'être bonne, à toi d'être à la hauteur, il fallait que j'apprenne tout. Est-ce que j'allais être adaptée à ce métier? Est-ce que j'allais avoir l'expertise, les compétences et la motivation? Parce que reprendre une entreprise familiale, moi je vois ça comme une chance, mais c'est aussi, ça peut être un sacerdoce. C'est un engagement très fort en tout cas, qui marque une vie. J'ai quitté l'entreprise en 2013 pour diverses raisons personnelles, mais on va pas tourner autour du pot. C'est pas un long fleuve tranquille, une entreprise familiale, et il peut y avoir aussi des incompréhensions et parfois des conflits générationnels, et c'est pas facile de trouver sa place. Et j'ai voulu préserver l'essentiel, les relations avec mes parents, et puis ma famille en construction qui était prioritaire. Donc c'était un crève-cœur. J'ai énormément culpabilisé de quitter l'entreprise après 12 années, mais c'était nécessaire. Et puis mon père m'a rappelé quelques années après. J'étais partie sur d'autres sujets et c'était une décision douloureuse à prendre, donc j'étais pas partie pour revenir. Et il m'a rappelé en me disant qu'il avait réfléchi, et que maintenant il était prêt à prendre sa retraite. Bon, c'était en 2017. J'ai repris l'entreprise en 2022 et mon père est en train de prendre sa retraite en 2024. La vie. La vie, chacun a son rythme. Donc, il n'y a pas eu vraiment un déclic. Il y a eu le fait que mon père me rappelle, que je réfléchisse et qu'on pose les choses, et qu'il fallait effectivement peut-être apprendre de nos erreurs, hein, et du fait qu'on avait eu ce cheminement-là. Et puis, je crois que dans le fond, cette entreprise, elle m'animait terriblement et j'avais envie d'apporter ma part. Et j'avais fait d'autres choses à côté, mais ce projet-là m'intéressait plus que les autres. Donc voilà. Après, faut-il les barrières entre la famille pro et la famille perso, c'est complexe. C'est complexe, mais ça, on pourrait refaire 1h30 sur le sujet. Parce qu'il y a les acteurs et puis les non, alors, je sais pas bien dire les non-acteurs, mais en tout cas il y a les actionnaires qui œuvrent tous les jours et qui travaillent pour pérenniser l'entreprise avec des équipes. Et puis il y a les actionnaires qui sont extrêmement attachés à l'entreprise parce qu'il y a un lien affectif, qui y ont travaillé ou pas. Mon frère, j'ai travaillé avec mon frère, on a travaillé ensemble dans l'entreprise. Il y a travaillé 7 ans. Il est parti quand je suis revenue. Ma sœur l'a intégré il y a peu de temps pour s'occuper du magasin du Havre. Et on a tous, je pense, un attachement différent à l'entreprise et on veut tous y jouer un rôle différent ou pas. Et c'est pas toujours simple de comprendre la motivation des uns et des autres, et voilà. Mais moi, j'essaie de faire l'exercice de dissocier entreprise et famille en permanence, parce que parfois on prend des décisions pour l'entreprise qui sont peut-être brutales pour la famille, mais on a une responsabilité de dirigeant, de 130 collaborateurs, de 28 magasins, d'un monde qui bouge très vite. Et parfois, il y a des décisions à prendre qui sont bonnes pour l'entreprise et qui peuvent être sensibles pour une famille, mais quand c'est pour le bien commun, pour moi, ça a du sens. Et quand on est attaché à une entreprise et que les décisions sont bonnes pour le bien commun et pour toute cette histoire qu'on écrit,
pour moi, c'est que c'est la bonne décision. Mais voilà, maintenant de prise de décision familiale, il y a beaucoup d'irrationnel. Ça pourra peut-être être ma conclusion. Je ne sais pas si je réponds aux questions. C'est une très belle conclusion, hein. C'est une très belle conclusion pour moi parce que on essaie de leur enseigner ça à l'occasion, la rationalité de l'irrationnel. Bon, Fanny, écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour ce beau témoignage, hein, qu'on avait initié il y a longtemps. Ouais, Je j'espère que ça remercie vous a aussi. intéressé. J'espère, voilà. C'est particulier de parler devant un écran à une liste de participants, mais voilà. Et à ceux qui écouteront derrière, peut-être. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Certainement. Donc, merci à toutes et à tous, les participants, ceux qui écouteront plus tard, les étudiants aussi. Et puis, Fanny, je te dis à bientôt dans les locaux que tu as quittés depuis trop longtemps sans y revenir. Avec Donc, plaisir. je te donne rendez-vous à l'ESCA, à Angers. Et puis, bonne chance pour la suite. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.